Salam alaikum khawti, j'espère que vous allez bien. Donc le dernier chapitre, Inch'Allah, dans l'année, c'est la récursivité. Voici le plan qu'on va suivre. Donc on commence par une petite introduction, ensuite on va présenter la phase d'exécution d'un appel récursif. Ensuite on va présenter les types de récursivité avec des exemples. Et enfin on termine par la conception d'une solution récursive. On commence par l'introduction. Donc souvent, lorsqu'on parle de récursivité en algorithmique, elle est liée soit à la fonction ou la procédure. Donc une fonction ou une procédure est dite récursive si elle s'appelle elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que dans le corps qui définit le fonctionnement de la fonction, il y a une instruction qui fait appel à la même fonction en utilisant le même nom de la fonction. D'accord? Ça, justement, pour bien comprendre, on pose l'exemple le plus courant, c'est-à-dire le factoriel d'un entier naturel n. Alors lorsqu'on parle d'un entier naturel n, c'est-à-dire n'importe quel nombre entier qui est strictement qui est supérieur ou égal à 0. Donc vous n'avez pas de valeur négative. Ça. Alors, je donne l'entête de la fonction. Donc cette fonction, elle admet comme paramètre n et on veut bien sûr calculer le factoriel de n. Et donc c'est clair que le type de résultat va être un nombre entier. Ensuite vous avez début. D'accord? Faites attention, donc vous remarquez qu'on n'a pas besoin de déclarer des variables locales. Vous allez voir comment faire le calcul. Ça, un petit rappel tout d'abord du factoriel. Alors, vous savez tous que factoriel de 0, il est égal à factoriel de 1, il est égal à 1. D'accord? On appelle ça les cas spéciaux ou alors les cas de base. D'accord? Maintenant, un autre exemple. Factoriel de 4, ce n'est rien d'autre que 4 fois 3 fois 2 fois 1. D'accord? Ça. Alors, rappelez-vous de ça, le factoriel de 4 c'est quoi? C'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Factoriel de 10 c'est 10 fois 9 fois 8 jusqu'à arriver à 1. Ainsi de suite. Maintenant, il y a une relation très intéressante au niveau du factoriel. Par exemple, si vous prenez factoriel de 5 bien sûr par définition, donc c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Si vous prenez les termes qui sont en rouge, ils correspondent bien à la valeur de fact de 4. Donc, fact de 5, ce n'est rien d'autre que 5 fois fact de 4. D'accord? Ou hadi, c'est une règle de récurrence. D'accord? Qaïda tarajouïya. Donc, de façon générale, je peux déduire que le factoriel d'un certain nombre entier n, d'accord, c'est n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 1. Ça, c'est la règle itérative. Et vous avez une règle récursive qui dit que le factoriel de n est égal à n fois le factoriel qui le précède, c'est-à-dire factoriel de n-1. Et là, vous avez bien sûr un exemple du factoriel de 5. Factoriel de 5, donc c'est le nombre 5 fois factoriel qui précède factoriel de 5, c'est-à-dire factoriel de 4. Wadah? Et donc, on déduit ces deux règles. Factoriel de 1, donc, il est égal à 1 si n égale à 0 ou alors n égale à 1. D'accord? Il est égal également à n fois fact de n-1, sinon. Alors, lorsque je parle de sinon, faites attention, c'est n'importe quelle valeur qui est strictement supérieure à 1. Donc, de 2 jusqu'à plus l'infini. D'accord? Et ça, on dit que ça, c'est la définition récursive de la fonction factorielle. Ça. لاحظوا معنا maintenant la solution récursive qui permet de calculer le factoriel. C'est très simple. Vous prenez c'est-à-dire la règle qu'on a obtenue, qui se trouve en haut. Vous allez traduire ça sous forme d'instruction algorithmique. Donc, vous allez dire, si n inférieur ou égal à 1, ou alors vous allez dire n égale à 0 ou n égale à 1, alors, retournez 1. Le résultat, c'est 1, il est connu. On appelle ça le cas de base. D'accord? Sinon, vous allez retourner n fois fact de n-1. Et on appelle ça le cas général ou alors le cas récurrent. D'accord? Normalement, c'est clair. Donc, vous trouvez que pour écrire une fonction récursive, il suffit de trouver une règle récursive et un cas de base. Donc, règle récursive dans le cas général et le cas de base. C'est bon? Ça. Alors, je sais que jusqu'à présent, les étudiants, c'est-à-dire jusqu'à présent, ne comprennent pas quel est le raisonnement qui se cache derrière une fonction récursive. Ou alors, comment la fonction factorielle s'exécute. D'accord? Ça. Justement,
pour bien comprendre comment ça se fait l'exécution de la fonction factorielle, il faut parler même brièvement des deux notions, pile et fil. Et ce qui nous intéresse, c'est spécialement les piles, d'accord? Mais je vais ajouter une petite information sur les fils pour que vous ayez une idée sur les deux. Ça. Alors, concernant les piles et les fils, on peut dire que ce sont des structures de données, ordonnées, d'accord? Mais qui ne permettent l'accès qu'à une seule donnée. Donc, vous avez plusieurs valeurs, d'accord? Ils sont ordonnés, d'accord? Et qui ne permettent l'accès qu'à une seule valeur donnée. Donc, même si vous avez plusieurs valeurs, à un moment donné, vous ne pouvez voir qu'une seule valeur. D'accord? Qu'un seul élément. Ça. Qu'est-ce qu'elles permettent de faire, les piles et les fils? Alors, elles servent à mémoriser des choses. Lorsque je dis des choses, ça veut dire des informations en attente de traitement. Donc, tout le monde comme des informations, plusieurs informations. Vous allez les stocker soit dans la pile ou dans la file, en attendant que vous allez faire des traitements sur ces informations. D'accord? Et elles sont souvent associées à des algorithmes récursifs. D'accord? Elles sont souvent associées à des algorithmes récursifs. Donc, que ce soit la pile ou alors la file. Allez. Ça. Alors, je sais que jusqu'à présent, vous n'avez pas une bonne idée sur les deux. Alors, justement, avant de parler, c'est quoi exactement une pile et une file? Donc, je dois parler de la notion d'abstraction, ou alors tajrid. Ça. Alors, vous voyez cette image, ça représente quoi exactement? Quelqu'un me dit que c'est la boîte de vitesse. On peut dire non, ce n'est pas la boîte de vitesse. C'est une petite partie de la boîte de vitesse, d'accord? Ce n'est que la tête du bras de la boîte de vitesse, d'accord? Ça. Maintenant, c'est quoi cette figure? Ça. Eh bien, cette figure, c'est le schéma global de la boîte de vitesse. Donc, remarquez que c'est-à-dire la boîte de vitesse, elle est très compliquée. C'est-à-dire ce qu'on voit, on voit une chose très simple. On voit un petit bras, d'accord? Et vous avez la tête du bras sur laquelle on voit un petit schéma qui indique comment faire passer les vitesses. Par contre, le schéma réel de ce qui se passe au niveau de la boîte de vitesse, c'est-à-dire le schéma de la conception, ou alors c'est-à-dire la forme réelle de la boîte de vitesse, elle est très compliquée. Donc, remarquez que le schéma il est très compliqué. Donc, il y a beaucoup de choses mécaniques qui se passent derrière, qui sont cachées. Donc, ce qu'on voit, on voit une chose très simple. Par contre, la chose réelle, sur laquelle la boîte de vitesse elle est créée ou alors construite, c'est un schéma très compliqué. D'accord? Maintenant, vous voyez cette figure, ça c'est quoi? Ça, normalement, ça représente un nombre, par exemple. D'accord? Et donc, c'est une abstraction d'un nombre. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une abstraction d'une forme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire abstraction en général? Donc, abstraction, ça veut dire c'est la représentation de l'information, c'est-à-dire à travers, c'est une simple représentation de l'information sans se soucier des détails, sans voir les détails ou sans représenter les détails. D'accord? Donc, c'est une sorte de représentation simple des informations ou de l'objet, d'accord, sans se soucier des détails, sans mettre les détails. Donc vous voyez ici que le schéma qui représente c'est-à-dire la tête de la boîte de vitesse signifie clairement qu'on parle d'une boîte de vitesse. Donc le schéma qui se trouve au milieu représente un nombre et l'autre schéma, le dernier schéma, représente ça donne une femme. D'accord? Allez. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par ça? Je voulais dire que dans la vie quotidienne, parfois, on voit des schémas simplifiés qui ne reflètent pas la réalité des choses. Mais ce sont des schémas simplifiés qui résument les choses qui sont importantes. D'accord? Allez. Donc, pour nous, par exemple, pour la boîte de vitesse, ça ne nous importe pas comment elle est fabriquée, la boîte de vitesse. Mais on veut savoir uniquement comment, c'est-à-dire on peut avoir uniquement le schéma qui permet de faire le passage des vitesses. Ça. Maintenant, je donne la définition d'une pile. Ça. Les piles, ou alors la pile,
stack en anglais. Donc on appelle pile, c'est stack LIFO. Stack LIFO. Donc pile LIFO. Qu'est-ce que ça veut dire LIFO? LIFO c'est l'abréviation de 4 mots. Last in, first out. Last in, first out. Ça veut dire le premier entrant, c'est plutôt le dernier entrant, c'est le premier sortant. D'accord? Ça veut dire celui qui entre le dernier, c'est le premier qui sort. D'accord? Ça correspond à une pile d'assiettes. Où je mets une pile d'assiettes? Ça. Et je vous donne le terme en arabe. Pile d'assiettes, ça veut dire كدسة صحون. كدسة صحون أو مجموعة من الصحون موضوعة فوق بعضها البعض. Est-ce que vous فهمتوني دوكا واش معناتها pile les piles? Donc les piles هنايا ça veut dire lorsque vous allez superposer plusieurs objets sur eux-mêmes. هذه هي. Donc vous allez mettre plusieurs choses qui sont وحدة فوق وحدة. Donc حاجة فوق حاجة, on parle d'une pile. يعني كدسة أو كومة. D'accord? Et donc les exemples il y a beaucoup. Vous pouvez avoir une pile d'assiettes, ça veut dire مجموعة من الصحون فوق بعضها البعض, مجموعة من الكتب فوق بعضها البعض, ainsi de suite. Ça. Maintenant, imaginez que vous avez une pile d'assiettes. Est-ce que vous pouvez tirer l'assiette qui se trouve par exemple en bas facilement? Donc logiquement, lorsque vous avez une pile d'assiettes, et pour ne pas c'est-à-dire casser les assiettes, il est préférable de tirer ou alors de prendre la première assiette qui se trouve en haut. D'accord? Toujours dans c'est-à-dire le côté supérieur. Maintenant, imaginez la pile d'assiettes. Lorsque vous avez construit la pile d'assiettes, normalement vous avez mis tout d'abord sur un support une assiette. Ensuite vous avez mis une autre assiette au-dessous. Ensuite vous avez mis une autre assiette au-dessus. D'accord? Et ensuite une autre assiette, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc à chaque fois, vous allez ajouter une autre assiette au-dessus. D'accord? Ça. Remarquez que la première assiette que j'ai mise, elle se trouve c'est-à-dire directement sur le support. Et la dernière assiette que j'ai ajoutée, elle se trouve en haut. Et remarquez que la première assiette que je peux tirer, c'est la dernière assiette que j'ai mise parmi les assiettes. D'accord? Voici un petit schéma qui explique ça. Donc là, j'ai une pile d'assiettes. Et je vous montre la représentation. Vous trouvez, il y a, on appelle ça une représentation abstraite de la pile. يعني représentation مبسطة بغض النظر على التفاصيل تاع la pile كيفاش مخدومة في la mémoire. D'accord? Donc c'est une représentation simplifiée de la pile, d'accord, sans prendre en considération la représentation réelle qui existe en mémoire. D'accord? Donc ça c'est une représentation simplifiée. Ça, c'est une abstraction de la pile. Donc remarquez que dans cette pile par exemple, vous avez 4 éléments. Vous avez 14, moins 1, 0 et 6. Alors d'après vous, vous voyez clairement que la pile, elle est fermée en bas. Donc le seul endroit sur lequel on peut agir, soit ajouter des éléments ou alors supprimer des éléments, ou alors retirer des éléments, c'est à partir du haut. D'accord? Et remarquez ici, si je prends c'est-à-dire les choses de cette manière, ça veut dire que le premier élément qui a été introduit, c'est le 14. Ensuite, j'ai introduit le moins 1. Ensuite, j'ai introduit le 0. Et enfin, j'ai introduit le 6. D'accord? Maintenant, si je veux retirer des éléments, c'est-à-dire faire sortir des éléments, alors le premier élément que vous allez sortir, c'est le 6. Mais le 6, est-ce que c'était le premier élément inséré dans la pile? Non, c'est le dernier élément inséré de la pile. D'où vient la nomination last in, ça veut dire le dernier entrant, le 6, c'est le premier sortant, donc first out. D'accord? Et une petite notation. Le premier élément qui se trouve juste en haut, on appelle ça sommet de la pile. Et le dernier élément qui se trouve en bas, c'est la base de la pile. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc j'ai dit que l'élément qui se trouve dans la base de la pile, c'est le premier élément qui a été introduit dans la pile. Et l'élément qui se trouve au sommet de la pile, c'est le dernier élément introduit dans la pile. Et là, vous avez dans la pile, on parle de 2 opérations. Alors, l'opération qui permet de mettre des éléments dans la pile, on appelle ça un empilement, d'accord? Donc, vous ajoutez des éléments du haut, d'accord?
Et l'opération qui permet de faire l'inverse, c'est-à-dire retirer des éléments, on appelle ça un dépilement. D'accord? Donc vous avez c'est-à-dire trait discontinu, donc c'est l'opération d'empilement, et le trait continu, c'est l'opération de dépilement. C'est bon? Ça. Maintenant, je cite quelques domaines d'application des piles. Par exemple, vous avez pour mémoriser les pages web visitées. Donc vous êtes dans un navigateur et vous allez faire, c'est-à-dire vous allez à chaque fois cliquer sur un nouveau lien qui va vous faire apparaître une nouvelle page. D'accord? Alors, les pages visitées qui sont enregistrées sous forme d'une pile. D'accord? De telle sorte que vous pouvez à n'importe quel moment faire un retour. D'accord? Go back, c'est-à-dire à chaque moment vous pouvez revisiter les pages qui ont été visitées au début. D'accord? Et cette manière, elle est faite de la même manière comme le principe de la pile. C'est-à-dire, vous allez entrer dans la première page, vous allez cliquer un lien, vous allez avoir deuxième page. Il y a un empilement de la première page. Ensuite, vous avez la nouvelle page. Même si vous cliquez sur un nouveau lien, il va vous envoyer vers une autre page. Et là, il y a un empilement de la deuxième page, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que vous allez ouvrir une nouvelle page, donc il y aura un empilement d'une page, d'accord? Et si vous faites le retour, il y aura le dépilement pour avoir justement les pages qui ont été visitées auparavant et dans l'ordre inverse. C'est bon? Deuxième exemple, c'est l'évaluation des expressions arithmétiques. D'accord? Alors, les piles, justement, permettent de calculer la valeur d'une expression arithmétique de façon très simple. Pourquoi je dis ça? Parce que les expressions arithmétiques qu'on a l'habitude d'écrire s'écrivent avec des parenthèses, donc il y a une notion de priorité, ainsi de suite. Donc, il y a une utilisation des piles qui permet de simplifier justement comment faire le calcul, c'est-à-dire simplifier le calcul pour le compilateur, bien sûr. Vous allez l'avoir bien sûr en deuxième année. Et troisième exemple, c'est l'appel aux fonctions récursives qu'on va voir par la suite. D'accord? Elle utilise le principe de la pile. Et dernièrement, elles servent aussi pour mémoriser les nœuds visités dans un algorithme de parcours en profondeur dans un arbre. D'accord? Alors ceci, bien sûr, vous allez le voir, Inch'Allah, en deuxième année. D'accord? Donc, lorsque vous utilisez les arbres, vous pouvez utiliser une pile. Maintenant, je parle de la file. La file, c'est l'inverse. Alors, la file, c'est l'inverse. La file, elle signifie aussi, on dit aussi que, on appelle ça que. D'accord? Et la nomination exacte, c'est stack FIFO. Donc, l'autre, c'est stack DIFO, ou hadi, c'est stack FIFO. FIFO pour dire first in, first out. D'accord? Ça veut dire le premier entrant, c'est le premier sortant. C'est bon? Et le dernier entrant, bien sûr, c'est le dernier sortant. Ça correspond au fil d'attente. Il faut choisir un fil d'attente. C'est comme des exemples. Par exemple, vous allez chez un médecin. Par exemple. Bien sûr, vous allez faire la chaîne. Alors, la chaîne Hadik, elle est considérée comme une file d'attente. Donc, je mets un fil d'attente, ça veut dire que le premier client qui arrive, le premier patient qui arrive, c'est le premier qui va passer vers le médecin. Ensuite, le deuxième passe le deuxième, troisième passe le troisième, et le dernier, normalement, il passe le dernier. Donc, c'est-à-dire les patients, ils vont passer selon l'ordre de leur arrivée. Le premier passe le premier, le deuxième passe le deuxième, ainsi de suite. C'est bon? Donc, c'est l'inverse du principe de la pile. Donc, la pile, c'est comme si elle inverse l'ordre. Donc, le premier inséré, ça sera le dernier à être retiré. Par contre, la file, c'est l'inverse. Le premier, c'est le premier qui sera traité. Le deuxième, c'est le deuxième, ainsi de suite. D'accord? Alors, donc, on prend toujours le premier élément, donc le plus ancien. D'accord? Celui qui est venu le premier passe en premier. Alors, voici un schéma qui explique l'exemple de la pile. Ça. Alors, remarquez que la pile, contrairement à la file, contrairement à la pile, elle possède une entrée et une sortie. Donc, vous avez deux côtés sur lesquels on peut réagir sur la file. Ça. Alors, je peux ajouter des éléments et j'appelle ça l'opération d'enfilement. C'est le trait en pointille discontinu. D'accord?
et je peux retirer des éléments ou la faire sortir des éléments, et j'appelle ça l'opération défilement. Ou alors je parle du verbe défiler. D'accord? Maintenant, le premier élément qui se trouve en tête, bien sûr dans la file Hadia, le premier élément inséré c'était le 14, ensuite moins 1, ensuite 0, et ensuite 6. Donc le premier élément qui peut sortir de la file, c'est le 14, ensuite moins 1, ensuite 0, ensuite 6. D'accord? Rappelez-vous dans le modèle de la pile, on a dit que le dernier élément inséré c'est le 6 qui peut être retiré le premier, ensuite 0, ensuite moins 1, ensuite 14. Mais dans le cas de la file, non. Vous allez prendre le 14, ensuite moins 1, ensuite 0, ensuite 6. Alors, on appelle l'élément qui se trouve au début de la file tête de la file. C'est le premier élément introduit dans la file. Et le dernier élément de la file, on l'appelle queue de la file. Ou ذيل de la file. D'accord? C'est le dernier élément introduit dans la file. Alors, maintenant, rappelez-vous de la définition qu'on a dit tout à l'heure concernant les piles et les fils. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que les piles et les fils, ce sont des structures de données qui permettent de sauvegarder des informations afin de les traiter plus tard. Donc, la file ou la pile ou la file, les deux permettent de sauvegarder des informations et par la suite, ils seront traités par la suite. D'accord? Donc, maintenant, ce qui nous importe, c'est le principe général de la pile et de la file. Donc, faites attention toujours que la pile, elle permet de sauvegarder des éléments de telle sorte, lorsqu'on veut les traiter, on va faire les sortir du dernier jusqu'au premier. Par contre, la file, non. Vous allez sauvegarder les données et lorsque vous voulez les traiter, vous commencez par traiter le premier jusqu'au dernier élément inséré. Quelques domaines d'application des fils, par exemple, ils servent pour traiter les requêtes par un serveur d'impression dans l'ordre qu'elles arrivent. Par exemple, si vous avez une imprimante à la maison, par exemple, et vous lancez plusieurs impressions. Par exemple, le document numéro 1, ensuite le document numéro 2, ensuite le document numéro 3. Alors, vous avez normalement un gestionnaire qui vous indique les tâches qui sont, c'est-à-dire transmises à l'imprimante. Les tâches d'impression, bien sûr. Et vous allez voir qu'il y a un certain ordre. Vous allez avoir la première tâche en tête, ensuite la deuxième tâche, la troisième tâche, et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'il arrive à imprimer un document, il va supprimer l'élément qui se trouve en haut, c'est-à-dire le premier élément inséré. Deuxième exemple, elles servent également à mémoriser les nœuds visités dans un algorithme de parcours en largeur d'un arbre. Et ceci, bien sûr, vous allez le voir, Inch'Allah, en deuxième année. Alors, j'espère que c'est clair. Alors, je vous dis dès maintenant que ce que je viens de représenter à travers ces deux petites figures, que ce soit la pile ou la file, ce sont les représentations abstraites sur lesquelles on voit juste, c'est-à-dire le raisonnement derrière, c'est-à-dire le fonctionnement des piles et des fils. D'accord? Comment ajouter des éléments et comment retirer des éléments. Par contre, l'implémentation des deux, que ce soit la pile et la file, elle est un peu plus compliquée. Donc, ce n'est pas si simple. D'accord? Allez, ça. On parle maintenant justement, pour bien comprendre comment, c'est-à-dire s'exécute un algorithme récursif, justement, je vais faire la trace d'exécution d'un appel récursif, ce qu'on appelle également déroulement. Voici donc la solution de la fonction factorielle en sa version récursive. D'accord? Et suivez avec moi. Supposons que je veux afficher fact de 4. Donc là, j'ai fait un appel de la fonction factorielle à travers l'instruction d'affichage. Ça, normalement, je veux afficher quelle est la valeur de fact de 4. Ça, lorsque vous faites l'appel à fact de 4, ça veut dire que vous allez envoyer à la fonction fact la valeur de 1 égale à 4. Et lorsque vous avez 1 égale à 4, il va faire appel à fact de 4. Il va entrer dans le corps de la fonction, il va tester 1. Est-ce qu'il est inférieur ou égal à 1? Non. Sinon, il va retourner 4 fois fact de n-1. Donc, ça correspond exactement à 4 fois fact de 4-1, qui n'est rien d'autre que fact de 3. Donc, vous remarquez ici que fact de 4, le calcul de fact de 4, nécessite d'avoir la valeur de fact de 3. Donc, on va dire qu'on ne peut pas calculer fact de 4, parce que tout simplement, je n'ai pas la valeur de fact de 3. Ça. Alors, fact de 4, elle fait appel à fact de 3. Voici fact de 3. Fact de 3, c'est-à-dire vous allez envoyer 1 égale à 3 à la fonction.
une autre fois pour la deuxième fois, et cette fois-ci n égale à 3. Vous testez le n, ce n'est pas inférieur ou égal à 1, sinon vous allez retourner 3 fois fact de 3 moins 1, c'est-à-dire fact de 2. Et là, vous remarquez également que fact de 3, on ne peut pas la calculer sans avoir la valeur de fact de 2. Donc, il me faut encore calculer fact de 2. Alors, fact de 3 fait appel à fact de 2. Fact de 2, ça veut dire n égale à 2. Donc, toujours n n'est pas inférieur ou égal à 1. On entre dans le sinon. Et fact de 2, c'est égal à 2 fois fact de 2 moins 1. Fact de 2 moins 1, bien sûr, ce n'est rien d'autre que fact de 1. Et donc, vous remarquez que fact de 2, elle fait appel à fact de 1. Voici fact de 1. Maintenant, fact de 1, ça veut dire que n égale à 1. Et là, on arrive à la condition d'arrêt. C'est la condition d'arrêt. Ou alors le cas de base. Ça, est-ce que n inférieur ou égal à 1? Oui. Donc, fact de 1, elle va vous retourner le résultat 1. Ça. Donc, j'ai une petite remarque. Si vous vous rappelez bien de la fonction factorielle dans sa version itérative. Donc, version itérative, c'est-à-dire la version qui utilise la boucle. Alors, sachez dès maintenant que la récursivité permet de faire une sorte de répétition des actions, mais sans utiliser la boucle. D'accord? En utilisant la récursion. Ça. Alors, si vous vous rappelez bien de la fonction factorielle, à chaque fois, c'est-à-dire vous initialisez le factoriel par 1 par exemple, et à chaque fois vous allez multiplier l'ancienne valeur de f, du factoriel, par la nouvelle valeur de l'indice. 1, ensuite 2, jusqu'à arriver à 1. D'accord? Et à chaque fois vous allez écraser la valeur du factoriel par la nouvelle valeur. Ça. Remarquez qu'il n'y a aucune affectation. Donc la fonction elle permet juste de retourner le résultat. Mais là, comment je peux avoir le résultat de fact de 4, sachant que fact de 4 a fait appel à fact de 3, fact de 3 a fait appel à fact de 2, et fact de 2 a fait appel à fact de 1 qui vaut 1. Le problème, c'est quoi le problème? C'est que maintenant, à ce moment, j'ai la valeur de fact de 1, mais il me faut quelque chose qui me permet de dire à fact de 2 que ça y est, je viens de calculer fact de 1, donc tu peux calculer fact de 2. Ensuite, je calcule fact de 2 et je transmets le résultat à fact de 3. D'accord? Et la même chose, je calcule fact de 3 et je transmets le résultat à fact de 4 pour arriver à calculer fact de 4. Donc, il me fallait avoir quelque chose qui me permet de sauvegarder les anciens appels, c'est-à-dire fact de 4, fact de 3, fact de 2, de telle sorte à les laisser en instance jusqu'à le calcul de fact de 1. D'accord? Alors, cette chose justement qui me permet de sauvegarder l'appel fact de 4, fact de 3, fact de 2 jusqu'à fact de 1, on appelle ça pile des appels récursifs. Vous allez voir comment je vais travailler avec la pile. Ça. Sachez que cette pile, c'est une pile automatique, donc vous n'avez pas utilisé vous n'allez pas définir cette pile. Donc, c'est une pile qui est créée automatiquement lorsque le compilateur voit que vous utilisez une fonction récursive. Ça. Alors, durant le premier appel, vous avez fait l'appel à fact de 4. Puisque fact de 4, donc on ne peut pas le calculer tout d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le sauvegarder. On va le sauvegarder dans la pile des appels récursifs. Parce que jusqu'à présent, je ne peux pas le calculer. Ça. Alors, comme vous avez bien remarqué auparavant, fact de 4, elle fait appel à fact de 3. Donc, fact de 3, elle sera empilée dans la pile, ajoutée dans la pile. D'accord? Je vais avoir fact de 3 qui est égal à 3 fois fact de 2. Ensuite, fact de 3, elle fait appel à fact de 2. Donc, j'ai besoin également de empiler l'appel à la fonction fact de 2 qui est égal à 2 fois fact de 1. Et ensuite, j'appelle le dernier appel fact de 1. C'est bon? Alors, lorsque j'empile maintenant le dernier appel, vous remarquez que le dernier appel, ce n'est pas un appel récursif, mais c'est juste un résultat direct. Le résultat, c'est 1. Ça, à ce moment, on comprend que fact de 1 est égal à 1, donc je peux faire maintenant ma charrière. Je peux faire ma charrière. Alors, lorsque vous allez faire ma charrière maintenant, normalement, à partir de fact de 1, je calcule fact de 2, ensuite fact de 3, ensuite fact de 4. D'accord? Dans cet ordre. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est l'inverse de l'empilement, c'est le dépilement. Alors, je vais retirer les appels un par un, et à chaque fois, je vais évaluer et calculer le prochain résultat. Ça. Sachant que maintenant, fact de 1 est égal à 1,
Alors je vais dépiler ce résultat et je vais le mettre sur le deuxième appel que je vois dans le sommet de la pile, c'est-à-dire fac de 2. Donc fac de 2 c'est 2 fois fac de 1, je sais que fac de 1 c'est 1, donc je fais 2 fois 1, d'accord, et vous allez avoir le résultat 2. Maintenant, vous avez fac de 2, sa valeur elle est connue, c'est 2. Alors, je vais dépiler le résultat hadaya et je vais l'envoyer au prochain appel. اللي هو fac de 3. Fac de 3 c'est 3 fois fac de 2 que je connais maintenant sa valeur c'est 2. Et donc vous allez avoir 3 fois 2 qui vaut 6. Et là, je dépile encore cet appel. Et je transmets le résultat 6 à l'appel fac de 4. Fac de 4 égale à 4 fois fac de 3 qui vaut déjà 6. Donc je calcule le résultat, fac de 4 c'est 4 fois 6, ça donne 24. Et j'arrive enfin à dépiler le dernier élément. Et là, je peux afficher le dernier résultat que j'ai eu, c'est-à-dire 24. Alors faites attention, Naya, lorsque j'ai parlé de la pile des appels récursifs, en réalité c'est plus compliqué. D'accord, j'ai essayé de simplifier les choses. Donc normalement, vous devez, c'est-à-dire sauvegarder les données de chaque appel, à savoir n, ainsi que l'adresse de l'instruction courante pour chaque appel. D'accord? J'ai essayé de simplifier l'appel. Alors, si je veux résumer tout ça, je vais dire que comment ça se fait, c'est-à-dire un appel récursif. Normalement, on utilise une pile système dans laquelle on va sauvegarder les appels récursifs un par un, d'accord? Et à chaque fois, on descend et on réduit la valeur de n à une valeur plus petite, jusqu'à arriver au cas de base. On a par exemple le cas de n égale à 1, et dans ce cas, j'arrive à avoir une valeur concrète, une valeur fixe, et dans ce cas, je fais un retour marche arrière en commençant par le dernier appel jusqu'au premier appel, en transmettant à chaque fois le résultat de chaque appel à l'appel précédent et jusqu'à arriver au dernier résultat. D'accord? Donc toujours mettre en tête qu'une solution récursive, elle possède au moins deux cas. Vous avez le cas de base dans lequel vous avez, c'est-à-dire la fonction, elle converge, c'est-à-dire vers un résultat concret. Et vous avez le cas général, c'est le cas récurrent sur lequel vous allez voir la réduction du problème de taille n à une taille plus petite. D'accord? Maintenant, on va parler des types de récursivité. Il y a deux classifications. On commence par la première classification. D'accord? Alors, première classification, je peux classifier la récursivité en deux catégories. Récursivité terminale et récursivité non terminale. Pour la récursivité terminale, un module récursif, lorsque je parle de module, ça veut dire soit fonction ou procédure. Un module récursif est dit terminal si aucun traitement n'est effectué à la remontée d'un appel récursif, sauf le retour du résultat. Vous allez faire des appels récursifs. À chaque fois, vous allez faire un autre appel récursif, jusqu'à arriver à la fin. Lorsque vous arrivez à la fin, il n'y a pas un autre calcul à faire que le retour du résultat. Je donne un exemple. Voici l'exemple du reste de la division. Vous savez tous que si vous divisez par exemple 17 par 5, d'accord, le reste de division de 17 par 5 est égal au reste de division de 12 par 5, est égal au reste de division de 7 par 5, d'accord, est égal également au reste de division de 2 par 5, d'accord. Donc de façon générale, le reste de la division A mod B, il est égal au reste de division de A moins B par rapport B. D'accord? Vous allez bien comprendre à travers l'exemple. Donc, on appelle notre fonction reste qui possède deux paramètres A et B. Le résultat va être de type entier. Donc, si j'arrive à un moment donné, c'est la condition d'arrêt, si à un moment donné, si A il est inférieur à B, d'accord, alors je retourne le résultat directement, c'est A. Sinon, retournez le résultat, reste A moins B, B. Donc, remarquez, au lieu d'avoir reste A sur B, vous allez avoir le reste de A moins B sur B. Voici comment justement le déroulement de cette fonction à travers un petit exemple. Là, je cherche par exemple le reste de division de 13 par 4. Alors, le reste de division de 13 par 4, je vais réduire 4 à partir de 13. Donc, je fais 13 moins 4. 13 moins 4, j'obtiens 9. Donc, le reste de 13 4 vous fait appel à
A reste 9, 4, d'après la solution Tana. Donc, on a dit que si A inférieur à B, donc remarquez que A c'est le premier paramètre, il n'est pas inférieur à B, j'entre dans le sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réduire 4 à partir de 13, donc il va réduire B à partir de A. Et vous allez avoir reste 9, 4. Prochain appel pour reste 9, 4, toujours vous avez A qui n'est pas inférieur à B, alors je fais toujours la deuxième instruction, reste A moins B, c'est-à-dire 9 moins 4, et ça fait combien? Ça fait 5, d'accord? Et le deuxième paramètre reste tel qu'il est. Et donc, je fais appel à reste 5, 4. Même 5, 4, je vais faire appel à la fonction, la même chose. Est-ce que A inférieur à B? Non. Il va faire donc reste, il va faire appel à reste, 5 moins 4, ça veut dire 1, virgule 4. Et là, vous avez l'appel à reste 1, 4. Lorsque vous faites appel à reste 1, 4, donc vous voyez qu'à chaque fois, je réduis la valeur de A jusqu'à avoir la valeur de A inférieure à B. Et lorsque j'ai la valeur de A qui est inférieure à B, j'arrête. D'accord? Et remarquez que si A est inférieur à B, je retourne directement la valeur de A. C'est-à-dire 1. Alors remarquez, lorsque je retourne le résultat, je vais dire que le résultat c'est 1. Et c'est le résultat du premier appel, c'est-à-dire reste 13, 4. Donc remarquez qu'il n'y a aucun calcul. C'est-à-dire lorsque j'arrive au dernier résultat 1, il n'y a aucun autre calcul à faire. Donc c'est directement le résultat de la fonction. Alors j'espère que c'est clair. C'est bon? Donc هذا هو باقي قسمة A على B. Donc à chaque fois j'essaie de réduire à partir de A la valeur de B, de telle sorte à un moment donné, j'arrive à un moment où la valeur de A elle est inférieure à B. À ce moment j'arrête et je dis que le résultat c'est la dernière valeur de A. Alors j'espère que c'est clair. Ça, je passe maintenant au deuxième type, la récursivité non terminale. Non terminale, on parle d'une récursivité non terminale lorsque le résultat de l'appel récursif est utilisé pour réaliser un traitement, en plus du retour du résultat. Et là, je peux donner un exemple concret qu'on a déjà vu, c'est-à-dire l'exemple du factoriel. Donc, vous savez que le factoriel de n de façon générale, c'est n fois factoriel de n moins 1. Ça. Alors, si n inférieur égal à 1, on retourne 1, sinon on retourne n fois fac de n moins 1. Et voici, ça veut dire comment se fait l'appel récursif. Remarquez très bien, fac de 3 fait appel à fac de 3, fac de 4 fait appel à fac de 3, fac de 3 fait appel à fac de 2, fac de 2 fait appel à fac de 1, fac de 1 donne le résultat 1. À ce moment donné, il n'y a pas, on ne va pas dire que le résultat classe c'est 1 et on va retourner le résultat. Non, on va retourner le résultat 1 vers le dernier appel qu'on a fait, c'est-à-dire fac de 1. Ensuite, fac de 1, je vais transférer le résultat à fac de 2, qui n'est rien d'autre que 2 fois fac de 1, c'est-à-dire 2 fois 1. Donc, tu remarques le dernier résultat que j'ai eu, les 1, je vais le transmettre à fac de 2 pour qu'elle calcule sa valeur. Les 2 fois fac de 1. Ensuite, elle calcule sa valeur, c'est 2. Elle va transmettre le résultat à fac de 3. Les 3 fois fac de 2 qui est égal à 2. Et là, vous allez avoir 6 pour valeur de fac de 3. Et qui sera transmis à fac de 4. Les 4 fois fac de 3 qui vaut 4 fois 6, c'est-à-dire 24. Et qui sera envoyé à la fin ça sera le dernier résultat qui correspond à fac de 4. Donc, tout le marqué au comme la phase de descente dans laquelle on a l'empilement des appels, d'accord, ils seront empilés dans la pile. Au retour, vous avez non seulement le retour du résultat, mais le retour du résultat et le calcul de chaque appel récursif. Par contre, dans la récursivité terminale, donc je fais, c'est-à-dire un empilement jusqu'à la fin, mais sur le dernier appel, vous retournez directement le résultat sans faire d'autres calculs. J'espère que vous avez compris. Donc, lorsque je parle de calcul, je parle c'est-à-dire spécialement de l'opération de multiplication qui existe. C'est bon? Ça, on passe maintenant à la deuxième classification. Alors, deuxième classification, premier type. Alors, on parle d'une récursivité simple. Là, je vais présenter quelques exemples avec des définitions brèves. Donc, la récursivité simple, où l'algorithme fait un seul appel récursif dans son corps. La définition elle est très claire. Lorsque vous voyez une fonction qui contient un seul appel récursif, on parle d'une récursivité simple. Un exemple,
Comme par exemple l'exemple du factoriel, même l'exemple du reste de la division, la même chose. Donc vous voyez que à l'intérieur de la fonction factorielle, vous n'avez qu'un seul appel récursif. D'accord? Donc vous n'avez qu'un seul appel récursif, le voici. Un seul appel récursif. On passe au deuxième type. Vous avez la récursivité multiple. Donc, récursivité simple, ça veut dire que vous avez un seul appel. Et récursivité multiple, ça veut dire que vous avez plusieurs appels récursifs dans le corps de la fonction. Ça, je donne un exemple. Par exemple, l'exemple de la fonction mathématique Fibonacci. D'accord? Donc, le calcul de la suite de la Fibonacci se fait de cette manière. Alors, Fibonacci de n est égal à n si n égale à 0 ou 1. Et elle est égale à Fibonacci de n-1 plus Fibonacci de n-2, sinon. Donc, tu remarques que j'ai deux appels récursifs dans la définition de Fibonacci de n lorsque n n'est pas égal à 0 ou 1. Et voici l'écriture de la fonction. Remarquez que c'est très simple. Il suffit de traduire juste l'expression mathématique sous forme algorithmique. Donc, on va dire fonction Fibonacci n entier, résultat de type entier, début, si n égale à 0 ou 1, alors retournez n. Sinon, retournez Fibonacci de n-1 plus Fibonacci de n-2. Et vous remarquez dans le corps de la fonction, vous avez deux appels. Donc, si vous avez deux appels ou plus, on parle d'une récursivité multiple. Il y a plusieurs appels récursifs. Troisième type, la récursivité mutuelle. Qu'est-ce que c'est mutuelle? Vous avez deux objets. Le premier appelle le deuxième et le deuxième appelle le premier. Chacun appelle l'autre. C'est-à-dire récursivité multiple. Donc, lorsque vous avez un module P appelle un autre module Q qui fait appel à son tour à un autre module, à l'autre module P. D'accord? Je donne un exemple. Par exemple, la définition de la parité. Parité, ça veut dire un nombre, est-ce qu'il est pair ou alors impair. Elle est écrite de cette manière. Je vous montre la définition mathématique. Alors, paire de n, elle est égale à vrai si n égale à 0. Si n égale à 0. Parce qu'on connaît que n, par définition, c'est un nombre pair. Donc, si n égale à 0, on va retourner vrai. Sinon, on va appeler la fonction récursive impair de n-1 sinon. D'accord? وش معنى الشيء هذا؟ معناتها pair de n égale impair de n-1. معناتها إلا كان le nombre تاعكم n pair, ça veut dire que n-1 il sera impair. La même chose, إذا كان n n'est pas pair, ça veut dire que impair de n-1 il est impair. D'accord? هذه هي. Alors, تبعوا معنا مليح هنايا. Donc, où je قلت هنا? Donc, j'ai dit que lorsque n est pair, donc impair de n-1, ça sera impair, oui, vrai. Et si n n'est pas pair, ça veut dire que impair de n-1, il n'est pas impair. Ça. Et même aussi la fonction impair, elle est définie presque comme la fonction pair. Et elle dit que impair de n, elle est égale à faux si n égale à 0. Donc, tu remarques les deux fonctions, le cas de base, le cas d'arrêt, c'est lorsque n égale à 0. Et on sait tous que n égale à 0, c'est un nombre pair et ce n'est pas un nombre impair. Donc, c'est pour cette raison que lorsque n égale à 0, impair de n égale à faux. Et sinon, elle va retourner le résultat pair de n-1. C'est bon? Ça. Alors, donc tu remarques que chaque fonction, elle fait appel à l'autre fonction. Donc, là, par exemple, si vous prenez la fonction pair, donc si n égale à 0, elle va retourner vrai, sinon elle va appeler l'autre fonction impair de n-1. Même la fonction impair, si n égale à 0, elle va retourner faux, sinon elle va retourner pair de n-1. C'est comme si chaque fonction appelle l'autre fonction en réduisant la valeur de n-1. Donc, à un moment donné, si vous faites, c'est-à-dire, supposons que vous faites par exemple l'appel à paire de 4. Paire de 4. Alors, paire de 4, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire l'appel à impair de 3. Ou impair de 3, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire l'appel à paire de 2. Ou paire de 2, elle va faire appel à impair de 1. Et impair de 1, elle va faire appel à paire de 0. Et ça veut dire qu'elle va retourner la valeur 0. Et ça veut dire que 4 était un nombre pair. Il faut maintenant. Alors, j'espère que c'est compris. Et prochain type, c'est la récursivité imbriquée. Alors, vous connaissez certainement la composition des fonctions en analyse. Ça, c'est presque la même chose. Donc, récursivité imbriquée consiste à faire un appel récursif à l'intérieur d'un autre appel récursif. Je donne un exemple.
عندكم la fonction d'Ackermann. Alors la fonction d'Ackermann vous avez, c'est une fonction à deux paramètres a, m, n, d'accord? Ce n'est pas une matrice, c'est une fonction, d'accord? Elle est égale à n plus 1 lorsque m égale à 0. Elle est égale à m moins 1 m lorsque m supérieur à 0 et n égale à 0. Et elle est égale à Ackermann de m moins 1 virgule à m n moins 1. هنا واش لاحظوا dans le dernier appel هنا عندكم une composition d'appels. يعني la fonction Ackermann elle possède comme paramètre un autre appel récursif. واضح هنايا؟ C'est exactement la composition dans les fonctions d'analyse. هذه هي. Alors l'implémentation تاعها ولا l'écriture تاعها est très simple. Donc il suffit de faire une traduction directe. Alors fonction d'Ackermann, m entier, n entier de type résultat de type entier. Si m égale à 0, alors retournez n moins 1. Plutôt c'est n plus 1. D'accord, je m'excuse à l'erreur, c'est n plus 1. D'accord? Alors je ne sais pas, je vais essayer de corriger ça. Donc normalement ça c'est plus, c'est un plus. D'accord? C'est un plus. Donc retournez n plus 1. Sinon, si n égale à 0 et m supérieur à 0, alors retournez Ackermann de m moins 1, 1. Et sinon, vous allez retourner Ackermann de m moins 1, virgule Ackermann de m, n moins 1. Alors, fin. Donc, l'appel, c'est-à-dire la récursivité imbriquée, et c'est le dernier type qu'on vient de voir. C'est bon? Donc, rappelez-vous, je résume tous les types qu'on vient de voir. Donc, vous avez vu qu'il y a deux classifications des fonctions récursives. Donc, on a vu, première classification, récursivité terminale ou alors non terminale. Récursivité terminale, c'est lorsque, à la fin des appels récursifs, c'est-à-dire on retourne directement le résultat sans faire d'autres calculs. Par contre, la récursivité non terminale, vous allez faire des appels récursifs. Au dernier appel récursif, vous allez faire une remontée. Donc, vous allez retourner à chaque fois le résultat à l'appel précédent. Donc, vous avez d'autres calculs à faire jusqu'à arriver au résultat final. Deuxième classification, on a vu la récursivité simple, donc une fonction fait à un seul appel récursif. Récursivité multiple, une fonction possède plusieurs appels récursifs. Une récursivité mutuelle, c'est-à-dire vous avez deux fonctions auxquelles la première appelle la deuxième et la deuxième appelle la première. Et on a vu également la récursivité imbriquée, donc vous avez dans le corps de la fonction un appel récursif à l'intérieur d'un autre appel récursif. Dernier point qu'on va voir maintenant, c'est la conception d'une solution récursive. Yani, comment arriver à écrire une solution récursive. D'accord? Alors, on va voir ça à travers deux exercices. Je commence par le premier. Alors, écrire une fonction récursive permettant de calculer la somme des chiffres d'un nombre entier n positif. Par exemple, vous avez n égale à 528. D'accord? Alors, la somme des chiffres de ce nombre 528, c'est 15. Parce que c'est 5 plus 2 plus 8. 5 plus 2 plus 8, ça donne 15. Je pense que la question elle est très claire. Ça. Alors, vous avez déjà vu la solution de cet exercice à travers les boucles, donc la solution itérative. Maintenant, on va voir la solution récursive. C'est comment on va faire pour trouver la solution. Ça. Il y a 3 étapes à faire. D'accord? Dont 2 étapes sont principales. Alors, première étape, il faut commencer par décrire la condition d'arrêt. Yani quand est-ce que j'arrive à la fin du traitement où il y a un résultat concret. D'accord? Quand peut-on trouver facilement la solution? Je peux trouver facilement la solution. Pour bien comprendre cette question, je veux savoir que si vous avez, c'est-à-dire un nombre qui contient 3 chiffres, par exemple 528, et vous avez un nombre qui contient par exemple 10 chiffres, quel est le nombre qui est plus facile à calculer la somme de ces chiffres? Bien sûr, c'est le nombre qui contient 3 chiffres. Ça, je vous dis maintenant, quel est le meilleur nombre qu'on peut avoir pour pouvoir calculer facilement la somme des chiffres? Vous allez me dire 0. Ce n'est pas seulement le 0. Il y a le 0, le 1, le 2, le 3. C'est n'importe quel nombre qui est inférieur à 10. Donc, je parle d'un nombre qui contient un seul chiffre. Parce que lorsque le nombre contient un seul chiffre, quelle est la somme de ces chiffres? C'est le nombre lui-même. La solution triviale, ou alors le cas de base,
si on a le choix entre le nombre 1 égale à 528 et le nombre 1 égale à 8, c'est certain qu'on va choisir 1 égale à 8 parce que c'est très simple à calculer. Donc la somme des chiffres de 8, c'est le nombre 8 même. Donc, si vous avez un nombre 1 inférieur à 10, ça veut dire qu'il contient nécessairement un seul chiffre. Là, je parle des valeurs bien sûr positives. Alors la somme des chiffres de 1, c'est égal à 1. Il faut maintenant, à condition que le nombre contient un seul chiffre. Ça, c'est le cas de base. Donc, on a intérêt à, au début, je commence par un chiffre qui contient un nombre qui contient plusieurs chiffres. Et à chaque fois, je vais essayer de réduire le nombre de chiffres jusqu'à arriver à un nombre qui possède un seul chiffre. Et dans ce cas, la somme des chiffres de ce nombre, c'est le nombre lui-même. Ça, c'est bon? Donc, si on a un seul chiffre, on arrête. La somme des chiffres est n lui-même. Maintenant, comment écrire la solution? Tout simplement, si n inférieur à 10, donc si vous avez un nombre inférieur à 10, alors vous allez retourner directement la valeur de 1. D'accord? Il n'y a aucune opération à faire. Maintenant, le cas général. Et dans le cas général, vous allez réduire le problème à un problème d'ordre inférieur. Yani, au lieu de calculer la somme des chiffres d'un nombre qui contient un chiffre, on a intérêt à calculer la somme des chiffres d'un nombre contenant un moins un chiffre. يعني عدد أقل من الأرقام. D'accord? صح. Donc, تخيلوا هنايا. Si vous avez un nombre qui contient par exemple 5 chiffres, je vais essayer de le réduire à un problème qui permet de calculer la somme des chiffres d'un nombre contenant 4 chiffres. Ensuite, avec le nombre qui contient 4 chiffres, je vais essayer de le réduire vers un problème dans lequel je veux calculer la somme d'un nombre contenant 3 chiffres. On va calculer la somme somme des chiffres d'un nombre contenant 2 chiffres, jusqu'à arriver à un nombre contenant un seul chiffre. Donc, c'est-à-dire une méthode récursive qui nous permet de, en commençant à partir d'un nombre contenant un chiffre, passer à un nombre contenant un moins un chiffre. Alors, pour bien justement trouver l'idée, c'est quoi exactement somme de chiffres de 528? Ça, je pose une petite question. Est-il plus simple de récupérer le 5 ou le 8? Normalement, le 8 il est très simple à récupérer. Du fait que le 8 c'est le chiffre des unités et je peux l'avoir avec une opération de div 10. Donc 528 div 10 ça donne 8. D'accord? Plutôt mod 10. Mais il m'est difficile d'avoir le dernier chiffre qui se trouve à gauche. Mais pour avoir le chiffre qui se trouve à droite, toujours je fais mod 10. D'accord? Et donc, remarquez qu'est-ce que j'ai fait? À partir d'un nombre qui contient 3 chiffres 528, j'ai essayé d'enlever un des chiffres, le chiffre des unités 8, et j'ai dit que somme de chiffres de 528, c'est 8, ça des chiffres des unités, plus somme chiffre du nombre qui reste, c'est-à-dire 52. Normalement, c'est clair, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai essayé d'enlever un chiffre de telle sorte à avoir somme de chiffres d'un nombre réduit d'un chiffre. Ça. Même si je continue avec la même idée, la prochaine fois, je peux dire également que 8 plus somme chiffre de 52, ce n'est rien d'autre que 8 plus 2. Remarquez que je récupère encore le chiffre des unités. Donc, c'est 8 plus 2 plus somme chiffre de 5. Donc, cela veut dire que somme chiffre de 52, ce n'est rien d'autre que 2 plus somme chiffre de 5. Ça. Lorsque j'arrive à somme chiffre de 5, maintenant je suis arrivé au cas de base qu'on a déjà parlé dans la partie A. Donc, somme chiffre de 5, et puisqu'il contient un seul chiffre, c'est le nombre 5 lui-même. Et donc, vous remarquez que vous allez avoir comme résultat final 8 plus 2 plus 5, et vous allez avoir votre résultat 15. D'accord? Donc, remarquez ici qu'à partir d'un problème contenant 3 chiffres, on a réduit d'abord à un problème de 2 chiffres, les somme chiffre de 52, donc on a essayé d'enlever le 8. Celui-ci est réduit à celui d'un seul chiffre, un nombre d'un seul chiffre, les somme de chiffres de 5, en essayant bien sûr d'enlever le 2, et on rencontre la condition d'arrêt. Donc, c'est à chaque fois je prends le nombre et j'essaie d'enlever à chaque fois un des chiffres, de telle sorte à aboutir à la fin à un nombre contenant un seul chiffre
Donc, je connais la somme de ces chiffres, c'est le nombre lui-même. Alors, comment écrire la condition? Sinon. Alors, sinon, qu'est-ce que vous allez dire? Alors, vous prenez par exemple le cas de... oui, ce cas. Premier cas. Alors, sachant que n représente 528, alors je peux dire quoi? À partir de l'appel somme chiffre de 528, je vais dire si le nombre, c'est-à-dire il n'est pas inférieur à 10, donc vous êtes dans le deuxième cas, sinon il n'est pas inférieur à 10, alors vous allez retourner quoi exactement? Le 8, c'est quoi réellement le 8? Le 8, ce n'est que le chiffre des unités. Comment l'avoir? Ce n'est rien d'autre que le nombre que j'avais auparavant, n mod 10. Donc, retournez n mod 10 plus, maintenant, le nombre que j'ai obtenu nouvellement, le 52. Comment je peux avoir 52 à partir de 528? Il suffit de diviser par 10. De diviser par 10. Et là, vous devez faire bien sûr une division bien sûr avec un div et non pas avec un slash. D'accord? Avec un div et non pas avec un slash. Et on arrive maintenant à la solution. Donc, si vous vous rappelez, dans le premier cas, on a dit que si n inférieur à 10, alors retournez n. Sinon, retournez n mod 10 plus somme chiffre de n div 10. Donc, somme chiffre, bien sûr, c'est l'appel récursif. Ça. Si vous prenez l'exemple de 528, donc n mod 10 c'est 8 et 52 vient de donc et 528 div 10 ça donne 52. On arrive maintenant à écrire la solution complète. Alors je vais l'écrire en deux versions, version langage C, version langage algorithmique. Donc première solution en C, int sum, donc int c'est le type de résultat de la fonction, d'accord? Somme chiffre, en parenthèse le paramètre int n, donc de type entier. Et vous avez deux cas. If n inférieur à 10, c'est la condition d'arrêt. Donc condition d'arrêt c'est un commentaire bien sûr. Alors return n, else return n% 10, donc le pourcent ça signifie le mode, plus son chiffre de n slash 10, ou la divisé par 10. Alors vous avez deux formes de commentaires. Vous avez le commentaire hada, celui-là, qui contient donc un symbole de début et un symbole de fin. Donc c'est lorsque vous voulez faire un commentaire sur plusieurs lignes. Donc vous mettez le premier symbole pour commencer le commentaire, et lorsque vous terminez sur plusieurs lignes, vous allez fermer le commentaire étoile slash. Par contre, le premier type de commentaire, c'est un commentaire qui se fait sur une seule ligne. Maintenant, concernant le mode bien sûr en langage C, c'est le pourcent. Par contre, le div, faites attention, en langage C, si les deux opérants sont de type entier, il va vous donner exactement le résultat de div, c'est-à-dire un résultat entier, sans virgule. D'accord? Par exemple, 7 sur 2, ça donne 3. D'accord? Et non pas 3 virgules. C'est bon? Ça. Maintenant, si vous avez un des deux opérants, soit soit le deuxième nombre, qui n'est pas un nombre entier, donc un nombre réel, le résultat va être un réel. C'est clair? Donc ça veut dire qu'en langage C, le slash hadaya, il permet de faire deux choses. Il permet de calculer le résultat que calcule div, c'est-à-dire le résultat entier, le quotient de la division entière, si les deux opérants sont de type entier, et sinon, il va vous donner un résultat réel, donc c'est une division réelle. C'est bon? Et la solution algorithmique, fonction somme chiffre, 1 de type entier, type de résultat entier, d'accord? Début, si n inférieur à 10, alors retournez n, sinon retournez n mod 10 plus somme chiffre de n div 10. Alors, je crois qu'on a terminé avec cet exercice, et pour résumer, première chose toujours, il faut chercher le cas de base, c'est-à-dire le cas qui ne nécessite pas de calcul, d'accord, le cas le plus simple à traiter. Ou puisque vous voulez calculer la somme des chiffres, alors le plus simple cas qu'on peut avoir, c'est un nombre qui contient un seul chiffre, car la somme des chiffres d'un nombre contenant un seul chiffre, c'est le nombre lui-même. Ensuite, vous passez à la deuxième étape, partie B, dans laquelle vous allez essayer de, au lieu de calculer la somme des chiffres d'un nombre contenant un chiffre, vous allez essayer de calculer, ou alors vous allez dire, comment j'arrive à calculer la somme d'un nombre, la somme des chiffres d'un nombre contenant un chiffre, à partir d'un nombre contenant n-1 chiffre. Donc de telle sorte, à chaque fois, on essaye de réduire la taille
de la donnée. Au lieu d'avoir un chiffre, il y a n-1, ensuite n-2, ainsi de suite, jusqu'à arriver à un seul chiffre. C'est le cas d'arrêt, ou là le cas trivial. Maintenant, je vais donner un autre exercice, et là, ça tourne toujours autour du problème des chiffres. Vous avez un nombre entier strictement positif toujours, et on demande d'écrire une fonction récursive chiffre nk, qui permet de retourner le kème chiffre de n à partir de la droite, bien sûr. Le kème chiffre de n à partir de la droite. Là, pour bien comprendre l'énoncé, je donne deux exemples. Ça. Par exemple, le troisième chiffre, c'est-à-dire k égale à 3, le troisième chiffre à partir de la droite du nombre 8724, c'est le nombre 7. Fahmtouni? À partir de la droite, vous avez le premier c'est 4, le deuxième c'est 2, le troisième c'est 7. Là, je veux le troisième nombre, donc c'est 7. Plutôt, le troisième chiffre c'est 7. Ça. Un autre exemple. Je veux le cinquième chiffre à partir du nombre n égale 21 327. Le cinquième chiffre, donc, c'est nécessairement 2. Parce que vous avez 7, c'est le premier, 2, c'est le deuxième, 3, 1. Ensuite, le cinquième, c'est 2. Donc, le cinquième chiffre, c'est 2. Maintenant, si vous considérez, par exemple, le sixième chiffre, ça sera normalement 0. Ça sera normalement 0. Ça. Alors, justement, là, on va procéder de la même manière avec les deux étapes dont on parlait tout à l'heure. Alors, je commence par traiter le cas de base. Dans quel cas je peux facilement trouver le kème chiffre? Dans quel cas je peux trouver le kème chiffre? Très simple. Alors, vous pouvez trouver le kème chiffre si k égale à 1. C'est le plus simple chiffre qu'on peut avoir. Parce que je vous me si vous avez, par exemple, 5 chiffres, quel est le chiffre le plus simple que je peux avoir? Facilement, je peux l'avoir. C'est le chiffre des unités, bien sûr. Parce que si je fais l'opération mod 10, je peux l'avoir facilement. Donc, le cas de base, c'est lorsque k égale à 1. Et ça veut dire que je cherche le premier chiffre à droite à partir du nombre n. D'accord? Donc, le chiffre recherché, c'est le dernier chiffre de n, c'est-à-dire n pour 110 en langage C, ou alors n mod 10 en algorithmique. D'accord? Et donc, vous allez écrire la condition comme suit. Si k égale à 1, ça correspond à la condition d'arrêt, le cas trivial. Donc, si k égale à 1, ça veut dire que je cherche le premier chiffre à droite, qui n'est rien d'autre que n mod 10. Donc, vous allez retourner n mod 10, et en langage C, vous allez dire return n pour 110. Maintenant, deuxième étape, vous allez essayer de réduire le problème à un problème inférieur. Ça, vous avez par exemple 10 chiffres. On vous demande de chercher le septième chiffre à partir du nombre qui contient 10 chiffres. Ça. Puisque vous avez au départ un nombre qui contient 10 chiffres, alors vous allez essayer de réduire le nombre comme n. Au lieu d'avoir 10 chiffres, je vais avoir un nombre de 9 chiffres. Ça. Mais si vous allez réduire le nombre à 9 chiffres, le cas aussi doit être touché. Ça. Je vous montrer comment on va faire. Alors, je donne un petit exemple. Lorsque si k il est supérieur à 1, donc c'est le deuxième cas. Exemple, k égale à 3. Par exemple, vous avez à partir du nombre 8724. Je cherche le troisième. Le troisième chiffre à partir de 8724. C'est exactement le deuxième chiffre à partir de 872. N'est-ce pas? Ça, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai essayé de réduire, c'est-à-dire de supprimer un chiffre à partir de 8724. D'accord? Et puisque j'ai supprimé un chiffre, alors je dois enlever ou alors réduire la valeur de k de 1. D'accord? Parce que le troisième chiffre à partir de 8724, c'est le deuxième chiffre à partir de 872. C'est bon? Donc, d'où vient 872? 872, ce n'est rien d'autre que 8724 div 10, ou alors slash 10 en langage C. D'accord? Et 2 vient de quoi? C'est l'ancienne valeur de k, c'est-à-dire 3, moins 1. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu d'avoir un nombre qui contient un chiffre et la valeur de k initiale, je vais réduire un chiffre à partir du nombre n. Donc, je vais avoir n moins un chiffre. Et aussi, je vais réduire 1 à partir de k. D'accord? Parce que ça sera le chiffre numéro k moins 1. C'est bon?
La même chose, alors si je répète la même histoire la prochaine fois, donc 872, je vais réduire un chiffre, donc je vais avoir 872 div 10, donc je vais avoir 87, et je vais réduire 1 à partir de 4, donc vous allez avoir 1, et donc le 87 vient de 872 div 10, et le 1 vient de 2 moins 1. Alors faites attention, le slash n signifie le slash du langage, d'accord, qui donne un résultat entier, c'est le div, faites attention. Ça. Et j'arrive enfin à la solution. Normalement, c'est quoi? C'est-à-dire l'idée. Donc, on a trouvé le cas de base. Le cas de base, c'est lorsque k égale à 1. D'accord? Et on a parlé déjà du cas général lorsque k est supérieur à 1. Alors, je commence par écrire la version algorithmique. Donc, fonction chiffre, elle possède deux paramètres, le nombre n ainsi que la position du chiffre qu'on veut avoir. D'accord? Type de résultat, c'est un entier parce qu'on va retourner un chiffre. Donc, si k égale à 1, d'accord, le premier chiffre de n'importe quel nombre, c'est le nombre mode 10. Donc, vous faites la division du nombre par 10 et vous allez avoir le chiffre des unités, et c'est exactement le chiffre qui se trouve à la première position. Sinon, vous allez retourner quoi? Donc, je vous mets l'exemple précédent. Alors, comment je peux avoir 872 à partir de 8724? C'est en faisant n div 10. Donc, le premier paramètre, le n, va être n div 10. Et le deuxième paramètre 2, je l'ai obtenu en faisant 3 moins 1. Donc, il suffit de faire k moins 1. D'accord? J'espère que c'est clair. Et voici la version en langage C. Donc, int, c'est le type de résultat de la fonction. Chiffre, c'est le nom de la fonction. Vous possédez deux paramètres, n et k, de type int. Donc, if k égale à 1 et vous mettez le égal en langage C avec double égal, parce que le égal, un seul égal signifie l'affectation. D'accord? Donc, if k égale à 1, return n%10, else return chiffre n div 10, virgule k moins 1. Alors, j'espère que l'exercice a été clair. Donc, pour résumer, il fallait chercher le kème chiffre à partir de n'importe quel nombre. Donc, on a dit que le cas de base, le plus simple cas à traiter, c'est lorsque k égale à 1. Vous prenez le premier chiffre qui se trouve aux unités, qui n'est rien d'autre que n mod 10. Sinon, donc si k comme il est supérieur à 1, dans ce cas, vous allez réduire de manière récursive. Au lieu d'avoir, c'est-à-dire un nombre qui contient un chiffre, vous allez avoir un nombre qui contient n moins un chiffre. Comment faire ça? Vous allez supprimer le chiffre des unités en faisant 1 div 10. Et dans ce cas, vous allez réduire la valeur de k moins 1. D'accord? Parce que chiffre de nk, elle est équivalente à chiffre de n div 10 k moins 1. Alors, pour la prochaine séance, Inch'Allah, on va essayer de traiter des exercices de la série de récursivité. Donc, c'est tout ce que je devais dire concernant la récursivité. Donc, normalement, maintenant, vous avez une idée sur la méthode, comment résoudre des problèmes récursifs. Et vous avez même une idée sur le déroulement d'une fonction récursive. D'accord? Et vous connaissez même, et vous avez même vu plusieurs types de fonctions récursives. Donc, je vous conseille d'essayer de préparer les exercices, au moins le premier et le deuxième exercice de la série de TD. Donc, il y a pas mal de questions ici. Et vous allez voir que c'est intéressant. Et normalement, la majorité des problèmes sont des problèmes simples. Et donc, essayez de vous concentrer sur l'idée, c'est-à-dire sur la méthode qu'on a énoncée concernant la résolution des problèmes en façon sous forme récursive. Et donc, pour terminer, donc, vous venez de voir le chapitre de récursivité. Donc, c'est un petit chapitre comme j'ai dit auparavant. Et la récursivité, c'est une manière qui va nous faciliter, c'est-à-dire la résolution de pas mal de problèmes de façon très simple. Alors, la majorité des solutions sont avec un si, avec un sinon, d'accord, donc 2 à 3 cas, d'accord. Et vous remarquez donc la récursivité, ce n'est rien d'autre qu'une autre manière qui permet de répéter l'exécution de plusieurs actions. Et pour terminer, maintenant, si vous avez à choisir entre une solution itérative et une solution récursive,
Alors, vous remarquez que la solution récursive, elle est très simple par rapport à certains problèmes. Par exemple, si vous prenez le calcul du énième terme d'une suite, par exemple la suite de Fibonacci par exemple, c'est très simple d'écrire la solution avec la solution récursive, mais ce n'est pas si facile en écrivant la solution avec la boucle, c'est-à-dire la version itérative. D'accord? Donc, l'avantage de la récursivité, c'est qu'elle simplifie la résolution de pas mal de problèmes, surtout les problèmes mathématiques. Mais d'un autre côté, je vous dis que si vous avez à comparer entre les deux, je vous dis que la solution itérative, elle est meilleure par rapport à la solution récursive pour la simple raison, parce que la solution itérative, elle est rapide à exécuter et elle n'occupe pas beaucoup de mémoire. Par contre, la solution récursive, elle n'est pas si rapide parce qu'elle fait plusieurs appels récursifs, donc ça prend du temps pour faire des appels récursifs, et elle prend également de l'espace mémoire lorsqu'elle va sauvegarder les appels récursifs. D'accord? Alors, je vous dis que on se voit Inch'Allah la prochaine séance qui aura lieu Inch'Allah le prochain jeudi Inch'Allah à partir de 17h. Donc, salam alaikum.